Bien, merci à tous. On va démarrer cette session donc, qui est centrée sur l'organisation du parcours des soins avec un petit tour de la francophonie, puisqu'on va avoir des intervenants de plusieurs villes françaises, mais aussi un intervenant du Québec. Je suis Andonier Chanis, je suis neurologue à Bicêtre. Je remplace ce matin Céline Labéry. Et bonjour à tous, donc moi je suis Steven Mopou, je suis infirmier de coordination sur le réseau des amyloses cardiaques à Créteil. Et je vais enchaîner, et donc on va laisser la parole à Céline Chauveau, infirmière ISPIC de Nantes. Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais vous parler de l'organisation du parcours de soins au CHU de Nantes et plutôt l'implication des paramédicaux. Donc un peu d'actualité, enfin de contexte, au CHU de Nantes, le centre de référence cardiomyopathie a été labellisé en 2023 avec comme responsable le Dr Pierre You. Avec une activité qui est croissante, avec le dépistage des amyloses qui augmente chaque année. Là, on a marqué le nombre de tests génétiques qui augmente et le registre IR, on est à Nantes à 385 patients. Donc, le parcours de soins au centre de référence s'organise à l'arrivée du patient, une prise en charge par le manager parcours patient. C'est une assistante, une secrétaire médicale qui, du coup, a une formation particulière avec Zanalis et qui organise le parcours et la prise de rendez-vous pour coordonner le parcours des patients avec ce qui est apparenté à de l'HDJ, un parcours de consultation chaîné pour que ce soit vraiment un parcours coordonné. Elle contribue à informer aussi le patient. Et il y a au centre de référence nantais 2 infirmières coordinatrices qui assistent le médecin pendant la consultation, réalisent la consultation paramédicale avec le prélèvement génétique, l'arbre généalogique. Elle est présente aussi lors du compte-rendu du rendu génétique. Et elle assure ce rôle de soutien et d'accompagnement du patient. Elle est référente tout au long du parcours. Elle facilite la coordination avec les acteurs, incrémente les registres IR et bases de données Bamaker. Moi, je suis donc infirmière ISPIC, infirmière au sein d'un protocole d'insuffisance cardiaque, et je suis pas directement au centre de référence, mais plutôt sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Et avec ce protocole, je réalise des consultations de titration et d'incrémentation du traitement d'insuffisance cardiaque, et ce qui me concerne moins les amyloses, mais plutôt la télésurveillance de patients insuffisants cardiaques, où là, je suis en contact avec beaucoup d'amyloses dans la gestion de l'insuffisance cardiaque, les aider à bien comprendre, ajuster leur traitement en cas de phase de décompensation et les hospitaliser sans le passage par les urgences quand c'est possible. Et la deuxième facette, c'est le programme ETP amylose qu'on a mis en place sur le CHU de Nantes en 2021 grâce à la mallette Origami. Donc, il y avait eu une phase exploratoire en 2019 qui avait consisté à rencontrer tout un groupe de patients amylose sauvage, amylose héréditaire, où on les avait questionnés sur leurs attentes. On avait rencontré patients experts, patients ressources. Et puis, bien sûr, on était allé rencontrer les 2 programmes qui existaient à ce moment-là à Paris, à Bicêtre et Damil, et Amylopep, du coup, à Henri-Mondor, pour s'inspirer des programmes en place et qui fonctionnaient. Et puis, on était avec une actualité porteuse, puisque l'AFCA s'était mobilisée pour exporter l'ETP en province et avait, avec un groupe d'experts, mis en place cette mallette avec ce programme éducatif Origami. Donc, on s'est procuré cette mallette avec les trois séances sur mieux comprendre l'amylose, les traitements médicamenteux, le suivi, mieux s'organiser. Et puis, on avait la chance d'avoir une riche expérience en éducation thérapeutique depuis 2004 avec les patients insuffisants cardiaques et coronariens, qui nous a permis aussi de se saisir de cette mallette et des fonds dédiés qui nous ont aidés, je dirais après aussi, voilà, pour déposer enfin le programme West Origami en 2021, qui est
co-animé avec un partenariat avec la cardiologie et la neurologie, le professeur Péréon. Du coup, on cible les patients toute amylose dans le programme, mais finalement avec plus d'amylose héréditaire et sauvage, moins d'amylose AL. Donc le déroulé, comme un programme éducatif, c'est 1 heure à peu près de bilan éducatif fait par l'infirmière avec le patient. Donc étant donné que c'est une maladie rare, les patients sont souvent loin, donc on s'adapte, on le fait par téléphone, en visio, pas forcément sur place. Et puis on a choisi, après avoir questionné les patients sur leurs attentes, d'ajouter une 4e séance qu'on a bâtie sur la pratique d'activité physique bénéfique aussi, puisque voilà, ça correspondait vraiment aux attentes et avec tout un pan de cet atelier qui est sur l'autorééducation, l'automassage pour les amyloses héréditaires. Tous ces ateliers durent 2 heures et sont co-animés à chaque fois par l'infirmière qui suit le cycle et puis soit neurologue, soit cardiologue en fonction de la thématique. On a bâti un pré- et post-test pour l'évaluation et puis on réalise une synthèse à l'issue de ce cycle, souvent par téléphone, et un courrier est adressé aux spécialistes et aux généralistes du patient. Voilà, donc quelques photos, l'origine et le mécanisme de l'amylose, avec bien sûr l'explication des amas de fibrilles avec les Scooby-Doo qui sont très parlants. Et voilà, là c'est des photos sur l'origine, on a mis des fausses cartes aussi pour essayer d'aller contrer un peu toutes les idées reçues sur le vaccin du Covid, les choses qui peuvent être finalement des pensées fausses sur l'origine de la maladie. Et puis une séance traitement qu'on a aussi, on a beaucoup fait évoluer tous les outils de la mallette. Donc là, c'est la séance traitement, vu qu'on était plutôt sur une séance avec des amyloses sauvages, avec un versant très cardiaque. Du coup, on a choisi d'utiliser, de rajouter des choses et de personnaliser l'outil en fonction des séances. Parce qu'on se retrouve souvent à faire des séances plutôt amylose sauvage et amylose héréditaire. À l'origine, on mélangeait toutes les amyloses. C'était vraiment la volonté là, de la mallette origami. On s'est rendu compte que les problématiques n'étaient pas les mêmes et puis les amyloses héréditaires sont beaucoup plus rares. Donc on fait plutôt des groupes amylose sauvages. Et l'amylose héréditaire, on a débuté un groupe là en novembre en visio avec que des amyloses héréditaires. Et je voyais ce matin, on parlait des amyloses pré-symptomatiques. On se pose vraiment la question parce qu'on a quand même une demande à ce niveau-là et on pense proposer des groupes que pour les amyloses pré-symptomatiques ou asymptomatiques. À la suite de ces ateliers, les patients étaient très demandeurs d'être tenus au courant de l'actualité de l'amylose sur les thérapeutiques. Donc on a organisé en 2024 une journée patient à Nantes avec la participation de l'AFCA. Et donc le matin, on avait fait des ateliers de reprise éducative et puis des conférences médicales. Donc c'était un grand succès. On espère pouvoir renouveler ça en 2026. À 4 ans, on a fait l'évaluation quadriennale de ce programme qui était plutôt positive. On est à une 60aine de patients. On fait à peu près 2 cycles par an d'amylose sauvage plus 1 amylose héréditaire avec des axes d'amélioration. Donc les difficultés qu'on a relevées, c'est le recrutement qui n'est pas facile étant donné que c'est une maladie rare. Les patients sont assez essaimés sur le territoire. Donc il y a la difficulté de les faire venir. Donc je voulais revenir sur les fonds là, qui nous avaient été proposés au début. C'est à ça qu'on les réserve. En fait, on essaye, quand il y a une difficulté de transport, d'utiliser ces fonds pour déplacer les patients. Ce ne sera pas une source inépuisable, mais tant que ça persiste, on essaye de faire ça, parce que ce n'est pas toujours facile. Ce sont des patients fatigués qui ont des difficultés à venir par leurs propres moyens. Un public qui est hétérogène, donc c'est ce que je disais. On a été amené petit à petit. On avait le premier cycle, on avait même une amylose AL en rémission aussi. Mais on se rend compte que les problématiques, les traitements ne sont pas les mêmes et c'est quand même assez difficile de les réunir sur ces ateliers. Donc voilà, donc forcément ça repousse les délais un petit peu pour constituer un groupe assez homogène. Un temps d'organisation et de coordination qui est assez important puisqu'on a 2 sites à Nantes et que le site des neurologues est dans le centre de Nantes et nous on est plutôt en périphérie, donc ça demande du temps de coordination un peu plus important. Malgré tout, on a des projets motivants. Donc, on a démarré ce groupe en distanciel avec les amyloses héréditaires et c'était vraiment une réussite. Les patients se sont retrouvés. On avait un patient assez âgé, mais finalement, c'était sa belle-fille qui était derrière, qui avait installé la caméra et ça a été vraiment très, très interactif et intéressant.
On a initié un partenariat avec les hématologues et les internistes pour proposer aussi des séances aux patients atteints d'amylose AL. Et donc on envisage une deuxième journée pour les patients. Et on est en train de travailler sur un projet d'infirmière en pratique avancée cardiomyopathie avec un parcours spécifique amylose pour essayer de proposer aux patients donc déjà une rencontre dès le diagnostic qui lui permettra d'avoir une proposition systématique d'ETP, un suivi alterné au centre de référence de façon à bénéficier des avancées thérapeutiques qui peuvent lui être proposées, la détection de la progression de la maladie sous traitement avec la participation au RCP et du coup les HDJ de traitement injectable proposés plus facilement, de façon tout ça bien sûr à libérer du temps médical, fluidifier les parcours et améliorer la qualité de vie du patient. Voilà, et je termine avec quelques verbatim que l'on a eu lors des questionnaires patients à la fin des séances. Merci. J'ai mis l'adresse mail parce que finalement, je me dis que c'est intéressant de partager l'expérience en ETP pour ne pas refaire les outils chaque fois. Et on a beaucoup personnalisé toute la mallette. Voilà. Bien, merci beaucoup pour ce partage. On va passer à la deuxième oratrice, Valérie Templereau de Poitiers. Bonjour, Valérie Templereau, infirmière au centre de référence de l'amylose à Poitiers. Je vais vous parler aujourd'hui de notre expérience à Poitiers. Donc, dans un premier temps, je vous parlerai de l'infirmière en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour, puisque c'est une des parties de mon travail. Je vous parlerai ensuite de l'éducation thérapeutique du patient dans l'amylose AL. Donc, le rôle de l'infirmière en hospitalisation, c'est d'abord un rôle de programmation et de coordination des rendez-vous. Donc, en fonction du degré de gravité, on va orienter le patient soit en hospitalisation complète, soit en hospitalisation de jour. Et notre rôle va être d'essayer de regrouper sur une journée tous les examens et éventuellement les traitements. On a la chance à Poitiers d'avoir accès à des créneaux d'échographie cardiaque. On n'a pas besoin de passer par le secrétariat de cardio, donc ce qui facilite la prise en charge. La spécificité aussi, c'est que ce sont nous, les infirmières, qui appelons les patients pour le premier rendez-vous en hôpital de jour. Donc, c'est un temps d'échange qui est très important. Ça nous permet d'avoir des informations importantes sur la suite de la prise en charge, notamment pour les biopsies de glandes salivaires, en fonction si les patients ont des AVK, eh bien à ce moment-là, on fera les prélèvements en ORL plutôt que dans le service. Et puis pour le patient, ça lui permet de prendre confiance. Il sait que c'est nous qui le verra lors de son hospitalisation. Donc pour lui, c'est déjà important d'avoir ce premier contact. Et puis notre rôle aussi dans la programmation, c'est qu'une fois qu'on commence les traitements, eh bien, on planifie ces traitements. Donc on fait un planning des cures, puisque nos patients ils viennent pour les J1 de chaque cure à Poitiers et le reste ils le font près de leur domicile. Le but de faire cette planification, c'est pour la coordination et pour que ça soit plus visuel pour le patient, parce que lorsqu'on lui annonce des injections toutes les semaines, pour lui, sa vie s'arrête. Et le fait d'avoir cette vision, ça lui permet de planifier ses activités en fonction de ses traitements et de se dire, au départ, c'est vraiment ça va m'occuper pas mal, mais je vais pouvoir à un moment donné quand même faire autre chose. On fait également, lorsqu'on commence les traitements, on fait un protocole de traitement personnalisé en fonction des protocoles. Donc ça va nous permettre de lui expliquer ses injections, ses traitements, ses comprimés et d'avoir une meilleure observance quand par exemple il y a de l'endoxan ou des imides.
L'autre rôle de l'infirmière, bien sûr, on en a déjà parlé dans la présentation précédente, hein, donc c'est bien sûr administrer tous les soins, assister le médecin pour les biopsies. On a un rôle très important d'écoute et de soutien du patient. Et c'est pour ça que c'est important d'assister à la visite avec le médecin, puisqu'on on va entendre le même discours et on va pouvoir reformuler ce qui a été dit lors de la visite. Et puis, donc on en profite pour leur donner les documents de l'AFCA et leur parler de l'association. Notre rôle, c'est aussi dans le suivi du patient. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on va alterner les injections avec d'autres sites. Et donc, on va faire un classeur. Dans ce classeur, il y aura bien sûr les planifications, mais il y aura aussi une feuille de suivi des sites d'injection. Et on va autonomiser le patient et cette feuille, elle va faire l'intermédiaire. Enfin, le patient va faire l'intermédiaire entre nous et les autres centres. Donc, dans le classeur, il aura tous les autres documents, les ordonnances, etc. Et puis, on a pris l'habitude de leur donner les courbes de leurs résultats, des chaînes légères et de la DFLC, de manière à ce qu'ils comprennent mieux les décisions médicales. Et même pour lui, moralement, quand c'est la courbe du haut, même s'il a les effets secondaires des traitements, eh bien, tout de suite, ça lui donne un peu plus le moral. Donc, ma deuxième mission, donc j'ai été détachée à mi-temps de mon poste pour animer les ateliers d'éducation thérapeutique du patient. Donc, je ne vais pas revenir sur la définition. Nous, c'est le protocole Origami, le programme Origami, pardon, où on utilise les ateliers de la mallette que j'ai un petit peu modifié. Ce programme, il a été déclaré en 2021, mais on l'a réellement commencé il y a 1 an, par faute de moyens. Tout simplement, je n'étais pas détachée des soins et c'était compliqué de pouvoir allier les deux activités. J'ai trouvé important de revenir sur la première étape de l'éducation thérapeutique, le bilan éducatif partagé. Donc, nous, on utilise l'outil ELADEB, qui est une échelle lausannienne qui reprend les différentes activités du patient. Et le patient, ça va lui permettre d'identifier ses ressources et ses problèmes. Et à partir de là, on va fixer des objectifs et on programmera les ateliers. Les ateliers, donc on a les ateliers qu'on dit sécuritaires, donc ce sont les ateliers de la mallette. J'y reviens pas, hein. Le but, c'est d'apprendre aux patients à mieux connaître sa maladie pour mieux vivre avec. On peut proposer aussi des ateliers créateurs de santé, comme l'activité physique adaptée ou des ateliers en diététique ou des ateliers de bien-être. Et aussi, avec le bilan éducatif partagé, c'est l'occasion de faire venir la diététicienne ou la psychologue, ou aussi, quand les patients sont loin, de prescrire de l'activité physique adaptée, mais proche de leur domicile. Nos ateliers, on les fait soit dans le service, soit à la Villa Santé. Quand je l'ai fait à donc la Villa Santé, c'est un lieu unique en France, à Poitiers, qui a été créé sur le site de l'hôpital et qui est ouvert sur la ville. C'est une plateforme de promotion de la santé qui agit sur les déterminants de santé. Donc, on a voulu recréer une maison, un endroit où les patients se sentent bien et où ils peuvent se retrouver pour parler de leur maladie. Et c'est aussi une occasion de recréer de la santé en faisant, par exemple, de l'activité physique adaptée ou autres ateliers. Là, je vous ai mis des paroles de patients. Donc, à l'issue on a quand même fait l'évaluation quadriennale. Et donc, les retours étaient très, très positifs, comme vous pouvez le lire.
Mais notre souci, c'est que nos patients habitent loin de Poitiers. Donc, on réfléchit sur la digitalisation des ateliers, hein, donc, pour pouvoir toucher plus de patients et d'aidants sur le territoire, pour pouvoir mieux les accompagner. Bien sûr, on est face à des limites, la fracture numérique, l'interaction des participants qui n'est pas la même, et puis la gestion des difficultés des supports informatiques. Donc pour digitaliser ces outils, donc on a fait appel à des ingénieurs numériques avec qui je travaille à la Villa Santé, et donc on a utilisé différents outils interactifs comme le Geniali, le Canva ou le WooClap. Je ne sais pas si vous connaissez tous ces outils, qui vont permettre aux patients de réfléchir sur sa maladie, et ça permettra d'avoir des échanges. On espère un jour pouvoir étendre notre offre au-delà de nos patients. Donc, on est en train de tester cet outil avec nos patients partenaires. Et pour conclure, le fait d'être sur les 2 postes, aussi bien en hôpital de jour qu'en éducation thérapeutique, ça permet de bien connaître les patients et les patients d'avoir une prise en charge globale. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On va continuer notre tour de France. Et la prochaine oratrice, c'est Marion Sénac de Toulouse. Bonjour à toutes et à tous. Merci au comité pour l'invitation et de me permettre de vous partager notre expérience toulousaine sous le regard bienveillant du professeur Lérez. Donc tout d'abord, j'ai choisi de commencer cette présentation avec une cartographie du profil de nos patients qui va certainement rejoindre les vôtres. Ce sont des patients âgés qui font plusieurs heures de route pour nous rencontrer, qui viennent avec leur aidant, qui sont parfois eux-mêmes aidants de leurs conjoints restés à domicile, donc avec un volet social surajouté à la problématique médicale. Et donc ils se présentent à nous avec une multiplicité de symptômes cardiaques, extracardiaques. Ils ont réalisé une multitude d'examens ou vont le faire dans des villes différentes, des structures différentes, pour des équipes médicales différentes et avec une ordonnance très étoffée. Donc c'est à la lumière de ce constat que notre équipe essaye de se construire et de répondre au mieux aux besoins de nos patients. Donc notre équipe est composée bien évidemment de médecins cardiologues et autour d'eux une équipe paramédicale composée de moi-même, l'IPA, et je vais y revenir, également une infirmière titulaire d'un DU de TP, une conseillère génétique, une assistante de recherche clinique, une psychologue, une chef de projet. Et nous intervenons toutes et tous à des temps différents de la prise en charge et dans des circonstances différentes, que ce soit en hospitalisation de jour ou de semaine ou en consultation spécialisée. Donc, quelle place pour l'IPA en centre de référence ? Donc déjà, qu'est-ce que c'est une IPA ? Vous êtes dans cette salle toutes issues de spécialités différentes, donc je vais juste revenir brièvement sur qui on est. On est des infirmiers qui avons poussé notre formation au grade master avec une première année en tronc commun et une deuxième année dans notre mention. Moi, je suis issue de la mention pathologie chronique stabilisée. Vous avez en bas les domaines d'intervention dans lesquels je peux intervenir. Donc vous avez compris que j'intervenais beaucoup auprès des amyloses ATTR. Chez nous, à Toulouse, les amyloses AL sont gérées par nos collègues néphrologues. Donc, vous aurez l'implication de ma collègue IPA en néphrologie, mais on peut également retrouver l'IPA d'oncohématologie dans ces circonstances selon les centres. Donc, voilà. Nos compétences, suivre les patients cliniquement atteints de pathologie chronique, prescrire des examens de biologie, d'imagerie, adapter les traitements, introduire certains traitements selon des modalités, surveiller nos patients, mettre en place des actions de prévention, de dépistage et d'orientation. Le but étant d'améliorer l'accès aux soins et de fluidifier le parcours pour renforcer la prévention et le suivi de nos patients. Et donc, nous avons construit mon rôle déjà sur le temps du diagnostic pour fluidifier et enrichir ce parcours pré-diagnostic qui est très important pour nos patients. Je vais, en amont de la consultation médicale, réaliser l'anamnèse,
et un examen clinique complet orienté sur l'atteinte multisystémique de l'amylose chez le patient, faire le point sur les examens qu'il a réalisés et qu'il va réaliser, commencer à aborder la pathologie, ses implications avec divers supports. C'est également le temps de refaire un point sur l'ordonnance très fournie de ces patients, vérifier s'ils comprennent bien ce qu'ils prennent et pourquoi ils le prennent pour sécuriser le domicile. Je peux également réaliser un dépistage de fragilité pour orienter nos patients vers l'équipe de cardiogériatrie si besoin. Et ensuite, je suis rejointe par la cardiologue qui va conclure à la lumière de tout ce qui s'est dit en amont et aborder le volet génétique avec le patient et la conseillère génétique. Je vous ai mis ici des documents que vous allez reconnaître pour certains. Le premier de notre CRU, c'est un petit peu le premier pas pour l'échange avec le patient. Vous êtes ici, voilà où on va, on le griffonne, on échange sur le papier, ils repartent avec. Voilà. Ils repartent également avec beaucoup de documents du réseau pour s'informer et des questionnaires de qualité de vie qu'ils pourront remplir à tête reposée à domicile et qu'ils ramèneront lorsqu'on les reverra physiquement à l'hôpital. Nous avons ensuite créé un deuxième temps, environ une semaine après cette consultation diagnostique, un temps de téléconsultation ou de consultation téléphonique selon les moyens des patients. La place des aidants y est fortement encouragée. L'idée est d'un côté de rendre les résultats hématologiques pour ou envisager une recherche histologique ou autoriser le tafamidis, mais c'est surtout un temps d'échange pour débriefer en quelque sorte cette longue consultation diagnostique de la semaine précédente, un petit peu plus à froid, reprendre les termes médicaux, reprendre les questions qui ont pu naître durant cette semaine après échange avec leurs proches. Voilà, l'idée étant d'échanger au mieux avec nos patients pour renforcer le lien que l'on a avec eux, sécuriser leur prise en charge et qu'ils comprennent au mieux leur pathologie pour ne pas la subir. Après cette téléconsultation, les patients sont revus à 3 mois en hôpital de jour. Moi, je n'y interviens pas. Ils viennent faire des examens complémentaires. Ils viennent pour la remise génétique et ils rencontreront l'infirmière d'éducation thérapeutique qui est en train de monter également de son côté des ateliers que nous pourrons leur proposer bientôt. Ensuite, moi, je les retrouve dans le suivi, du suivi classique que l'on fait en alternance avec le cardiologue de ville, qui est souvent supervisé par le cardiologue du CHU, ne serait-ce que pour renouveler le tafamidis. Et c'est la consultation classique pour faire le point sur les signes extracardiaques, envisager un adressage en fonction, refaire le point sur les examens qui ont été faits, le Holter, le suivi du pacemaker s'ils sont implantés, l'échographie cardiaque et surtout les symptômes cardiovasculaires. Et ça va faire le lien avec ma diapositive suivante. La place de l'IPA dans la recherche, ça me permet d'identifier des patients qui seront soit motivés, soit qui pourraient être redevables d'une inclusion dans un protocole de recherche. Et là, je peux alerter l'équipe médicale et je suis également garante de la tenue de notre database dans laquelle on collige tous les cas que nous rencontrons, quelles que soient les amyloses rencontrées. Et je suis également garante de la diffusion des registres comme IR que vous connaissez ou des registres plus locaux d'Occitanie. Voilà, en conclusion, l'IPA a sa place auprès de ces patients suivis pour amylose, quelle que soit l'amylose. L'idée n'est pas de rajouter une couche dans le millefeuille, l'idée est plutôt d'avoir une personne ressource pour sécuriser le patient de son point de vue et pour l'aider au mieux dans le maintien de sa qualité de vie et son maintien à domicile. Merci. Merci beaucoup. L'IPA n'est pas une surcouche, c'est pas mal, on va retenir. Prochain orateur, un représentant de la belle province de Québec, le professeur François Tournoux, qui va nous parler de la manière dont on prend en charge les patients au Québec. Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce sont les conflits d'intérêts potentiels, en sachant que plusieurs programmes que je vais vous présenter ici ont été soutenus par nos partenaires industriels. Et puis, je les remercie pour cela. Alors, le programme d'amyloïdose au Québec est beaucoup plus récent que ce qui existe en France. Ce sont des programmes qui ont en moyenne moins de 5 ans. Mais ce que l'on avait au Québec depuis plus de 25 ans, ce sont des cliniques d'insuffisance cardiaque. Et au sein de ces cliniques d'insuffisance cardiaque, des infirmiers praticiens et des infirmières praticiennes autonomes depuis une quinzaine d'années. Et donc, quand on a commencé à créer nos programmes d'amyloïdose,
bien c'est tout naturellement que ces infirmiers et infirmières praticiennes nous ont rejoints pour participer à la prise en charge de ces patients. Alors, leur implication ces 5 dernières années dans la trajectoire des soins des patients atteints d'amyloïdose a été de plus en plus importante. Et vous allez voir que maintenant, elles sont présentes à toutes les étapes de la trajectoire de soins, du dépistage jusqu'à même la recherche. Puis là, je vous ai mis en photo dans mon centre les 2 infirmières praticiennes qui ont débuté le programme d'amyloïdose avec moi et qui sont mes 2 bras droits là, et même mes 2 jambes, parce que tout le programme repose vraiment sur leur présence. Alors au niveau du dépistage, en fait on les retrouve à 3 endroits dans notre institution, non seulement au sein de la clinique d'insuffisance cardiaque, mais aussi au niveau de la clinique TAVI et au niveau de la clinique de canal carpien. Alors je vais vous détailler un petit peu exactement quel est leur rôle. Au niveau de la clinique d'insuffisance cardiaque, c'est de là dont elles venaient et où elles travaillent en fait toujours en parallèle du programme d'amyloïdose. Et elles ont formé leurs autres collègues infirmiers praticiens qui sont toujours dans la clinique d'insuffisance cardiaque et ont travaillé fort pour faire modifier notre dossier médical électronique dans la clinique pour intégrer les red flags d'amyloïdose. Donc elles ont demandé aux informaticiens là, qu'on introduise par exemple le tunnel carpien, des éléments comme ça qui permettent à leurs collègues d'identifier dans leur population d'insuffisance cardiaque des patients potentiellement atteints d'amyloïdose. Elles ont aussi travaillé très fort pour développer des requêtes automatisées de bilan d'amyloïdose. Donc on a un infirmier praticien qui fait de l'insuffisance cardiaque, qui pense que c'est peut-être un patient atteint d'amyloïdose, il va cliquer sur un bouton et puis il va avoir déjà le bilan de base qui devrait proposer au patient à la sortie de la consultation. Elles sont aussi impliquées via la filière des patients TAVI. Elles ont formé leurs collègues infirmières cliniciennes qui s'occupent des patients TAVI à poser des questions pour essayer d'identifier des patients à risque d'amyloïdose. Et quand l'infirmière clinicienne du programme TAVI en identifie un potentiellement, elle contacte leur collègue infirmière praticienne au programme d'amyloïdose qui va contacter le patient et effectuer éventuellement le dépistage. Puis le dernier programme que l'on va lancer au mois de janvier, c'est au niveau des cliniques de canal carpien. Donc on a mis en place des affiches dans les cliniques de chirurgie plastique et de chirurgie orthopédique de l'hôpital, où les patients, en attendant de voir leur chirurgien, ont cette affiche, peuvent scanner le QR code qui est en bas de la diapositive, remplir un questionnaire en ligne qui va arriver directement à notre infirmière praticienne, et puis celle-ci va évaluer le patient, vérifier si effectivement il a des red flags importants, et contacter le chirurgien pour lui suggérer de faire une biopsie pendant la chirurgie de canal carpien. Donc tout ça est vraiment l'implication de nos infirmières praticiennes dès le dépistage. Au niveau du diagnostic, donc elles sont habilitées à faire le diagnostic d'amyloïdose, donc à prescrire les examens pour arriver au diagnostic. Elles suivent évidemment l'algorithme qui est présenté dans nos guidelines canadiennes, mais elles sont autorisées à faire la demande de scintigraphie et éventuellement, si le patient est confirmé comme positif, à faire le test génétique. Donc elles sont habilitées à faire un minimum de conseils génétiques et à prélever le patient. On a développé aussi au sein du programme la possibilité pour nos infirmières praticiennes de faire des prélèvements de gras abdominal, sous-cutané, pour le diagnostic de l'amyloïdose. Donc elles font ça dans leur clinique, dans leur bureau de consultation, avec un petit trocard, et on envoie ça en pathologie, puis parfois ça nous fait gagner pas mal de temps. Enfin, ce sont des infirmières praticiennes, donc elles ont l'autonomie de prescription des médicaments et de suivi des patients et d'adaptation
des doses. Donc, elles vont gérer les patients atteints d'amyloïdose. Alors, nous, on est en cardiologie, donc ça va être évidemment tout ce qui est traitement de la cardiologie. Mais elles ont aussi l'autorisation de prescrire les traitements spécifiques de l'amyloïdose. Donc, elles peuvent prescrire le tafamidis, elles peuvent prescrire le vutrisiran et autres. Donc, elles vont, en leur nom, remplir les demandes d'autorisation des médicaments auprès du gouvernement et permettre aux patients d'avoir rapidement accès à ces thérapeutiques. Et pour le suivi des patients, l'énorme avantage des infirmières praticiennes, c'est qu'elles ont une formation aussi générale. Donc, elles vont non seulement s'intéresser et régler les problèmes cardiaques, mais elles vont aussi régler tous les autres problèmes qui peuvent survenir chez ces patients, dont on sait que l'amyloïdose peut avoir des manifestations cliniques extracardiaques extrêmement diverses et qui peuvent considérablement altérer leur qualité de vie. Enfin, elles jouent un rôle essentiel en termes d'enseignement et de soutien aux patients. Donc, elles ont, chez nous, 20% de leur activité qui doit être réservée et consacrée au programme d'amélioration de la qualité de l'acte ou à la recherche. Donc, une journée par semaine, elles sont dédiées à développer des programmes d'amélioration, d'éducation, etc. Donc, elles ont développé des fiches santé, comme vous pouvez le voir ici, à destination des patients. Ils ont mis en place aussi des groupes de soutien. Donc là, c'est plus à l'échelle provinciale, où les patients peuvent, avec d'autres patients, avoir une information, poser leurs questions. C'est extrêmement apprécié des patients. Plus récemment, là, on a nos collègues du réseau des infirmières d'amyloïdose des Prairies. Alors, ce n'est pas la famille Ingalls, la petite maison à la Prairie, ce sont le réseau d'infirmières des territoires de l'Ouest, donc Alberta, Saskatchewan, etc. Donc, c'est quand même des petits territoires en termes de population, mais elles ont développé un livre à destination des patients qui est actuellement en anglais. Là, on va avoir une traduction française sous peu, mais qui permet effectivement aux patients de bien comprendre leur pathologie et de pouvoir essayer de la prendre en charge. Enfin, elles ont une implication en recherche. Donc, elles participent au programme de recherche, entre guillemets, maison, qu'on peut développer et présenter en leur nom dans des conférences. Mais elles sont aussi habilitées à participer à des projets de recherche plus pharmaceutiques. Donc, elles ont leur place comme co-chercheurs dans les formulaires de consentement. Elles font les visites de recherche au même titre que les cardiologues. Donc, elles sont vraiment partie prenante de toute la trajectoire de soins qu'on peut offrir à nos patients. Donc, en conclusion, vous voyez que les infirmières, les infirmiers praticiens chez nous ont su se rendre parfaitement indispensables à toutes les étapes de la trajectoire de soins. Nous, on ne développe plus de programme d'amyloïdose spécifique sans être sûr qu'elles n'embarquent pas avec nous dedans, parce que si on se lance tout seul, en tant que médecin, généralement, ça échoue, mais quand elles sont là, ça fonctionne. Et dans notre expérience, je dirais que la plus belle reconnaissance, c'est celle des patients. Pour la petite histoire, on avait, vous savez, quand le patient d'amyloïdose va mal, souvent, le seul contact et le premier contact qu'il a, ce sont nos infirmiers praticiens et nos infirmières praticiennes. Plus généralement, elles vont régler le problème du patient sans même que nous, en tant que médecins, on en soit avisés. Et l'autre jour, à la suite de la consultation d'une infirmière praticienne avec un patient que je ne connaissais pas, je rentre dans le bureau de l'infirmière praticienne, je m'assois à ses côtés pour discuter d'un patient. Puis le patient qui venait de sortir revient dans la salle, et parce qu'il avait oublié de poser une question. Puis le patient pensait que j'étais un patient, parce que j'étais habillé en civil, et je ne connaissais pas le patient. Donc, et puis il me dit... Excusez-moi, monsieur, si je vous ai dérangé, mais rassurez-vous, Valérie, là, elle est exceptionnelle. Votre amyloïdose, elle va être prise en charge top-notch. Là. Soyez bien confiants, elle est exceptionnelle. Et il est reparti. Et c'était la plus belle récompense pour l'infirmière.
vous remercie. Bien, merci beaucoup. Des questions dans la salle? Pas de questions particulières. Je vois que les choses sont bien avancées au Québec et vous nous donnez pas mal d'idées avec ces infirmières qui participent aux soins, qui participent aussi à la recherche. Ça, c'est un point intéressant. Chez nous, les choses sont un petit peu plus segmentées. Et sinon, des questions dans la salle? Non? Sur la tablette peut-être, ou Jean-Christophe? Il y a une question. Évoqué la structure des soins à domicile. Est-ce qu'il y a une prise en charge spécifique dans laquelle vous avez pu être impliqué, ou est-ce que vous avez connaissance de ce genre de formation pour ce type de soins? La question est très tournée sur la formation. Est-ce que vous avez déjà été amené à former du personnel soins à domicile, que ce soit pour la forme ATTR ou AL? Alors nous, en amylose AL, nous, on n'a pas formé, ce sont des infirmières on travaille avec l'HAD, l'hospitalisation à domicile, donc elles ont l'habitude de faire des injections de chimiothérapie, et donc on n'a pas formé particulièrement ces infirmières. Elles viennent pour la plupart d'hémato, donc, mais par contre, les outils qu'on utilise les aide à mieux comprendre les protocoles et nous les réclament si jamais on ne les fournit pas. Thibault. Ouais. Merci beaucoup pour vos topos qui éclaircissent vraiment tout ce qu'on peut faire, en fait, une fois qu'on est motivé et passionné pour mettre en place des choses pour améliorer la prise en charge des patients. Ma question porte sur l'éducation thérapeutique, parce qu'on est tous confrontés au manque de temps, de personnel, comme tu l'as dit aussi, enfin vous l'avez dit, au déplacement des patients. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire en plus d'origami pour faire un programme d'éducation thérapeutique nationale en distanciel, en combinant finalement tous nos efforts et nos moyens dans nos centres, voire même en francophonie, parce que les Québécois sont extrêmement forts. Comment vous faites, vous, enfin, comment résoudre ce problème du distanciel et de la mise en commun? Je sais pas, je pose aussi la question à Jean-Christophe Hidalgo, mais... Je me permets de prendre un peu la parole. On a tenté, je pense qu'on a beaucoup de freins, en fait, nous, soignants, avec le distanciel. J'étais la première à me dire que pour avoir fait 15 ans d'éducation thérapeutique autour de la table, ça allait être très compliqué avec l'outil. On parlait de la fracture numérique, mais finalement, ça se passe bien. Alors, on avait choisi d'avoir un petit groupe de 4 patients au début, forcément, mais ça s'est vraiment bien passé. Ils étaient demandeurs d'une autre séance. Donc, je pense que c'est plutôt ce qu'on pourrait attendre, c'est le soutien logistique finalement de l'organisation, parce que finalement être présent pendant la séance pour les patients et animer les séances, c'est ça on peut, je pense qu'on peut s'organiser pour être disponible, mais c'est tout ce que ça demande en amont en fait d'organisation et puis ce qu'on disait, tout ce qui est support aussi ou clap, les choses comme ça, enfin même si du coup je me suis rendu compte qu'il fallait surtout partir sur quelque chose de pas très compliqué en fait, parce que ce qu'on veut finalement c'est favoriser l'échange sur ces temps-là, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir plein d'outils, en fait, je pense. Mais voilà, moi, en tout cas, les besoins que j'aurais, ce serait d'être plutôt aidé, surtout l'amont, avant d'animer cette séance. Moi, je partage le constat. La formule actuelle avec Origami est très intéressante, mais il faut une masse critique de patients, il faut du personnel dans le centre pour assurer l'animation. Quelque chose fait à distance à l'échelle nationale, ça permettrait plus facilement d'avoir le nombre critique de patients qui assistent, et il faut raisonner module par module. Il y en a certains, peut-être la formation sur la maladie peut être plus facilement mise en place à distance. En tout cas, dans certains CHU, il faut convaincre les responsables, parce qu'il y en a beaucoup qui sont réfractaires ils veulent vraiment que tout se fasse sur place, mais du coup, ça retarde et ça n'a pas démarré dans certains cas. Donc on est prêt à travailler dans ce sens, en tout cas, à l'association. Nous, sur Mondor, on est en train de penser justement à l'ETP à distance. On est un peu en retard, je pense, par rapport à
notamment à Poitiers. Et justement, ce qui manque, c'est aussi les moyens. Alors oui, on a les Zoom, on a les Teams, on a autres, mais ce qui nous manque, c'est vraiment ce que vous avez fait à Poitiers. Ça a l'air d'être génial. Les différents modules, etc., qui sont faits par des informaticiens, en fait. Et je pense que c'est important de... Enfin, on est infirmier, on n'est pas informaticien, et ça aide d'avoir des soutiens comme ça. En tout cas, ce qui est fait à Poitiers, pour le moment... Donc, on va bientôt l'ouvrir. On est encore en période de test, mais on espère, et on ne sait pas encore sous quelle forme on pourra l'étendre aux autres centres, mais ça va être une discussion. C'est bien sûr une question de temps, comment l'hôpital pourrait me détacher, mais est-ce que je ne pourrais pas ouvrir mes ateliers à des patients qui viennent d'ailleurs? Ça, c'est toute la discussion qui pourra être ouverte. Oui, quand on a fait notre premier cycle héréditaire, là, sur les héréditaires, on a reporté la date 1 fois, 2 fois, 3 fois par manque de patients en fait. Donc le professeur Péréon a essayé de solliciter l'AFCA à un moment donné parce qu'on avait une date de séance qui était prévue et on n'avait pas assez de patients. Donc je pense qu'effectivement ça pourrait être pensé d'aller chercher des patients intéressés sur le plan national. Ouais. J'avais une question aussi. Je peux poser une question ? Oui, pardon. Donc, merci déjà pour toutes vos présentations et c'est formidable ce que vous faites dans le parcours patient. Hein, donc, on a l'impression d'être dans le meilleur du monde dans certains centres. Et donc, pour ce qui concerne le TP, merci beaucoup. Donc, je pense que c'est à Poitiers d'impliquer les patients partenaires. Ça se fait pas partout. Ça pose souvent un problème, mais en fait, c'est aussi une réelle ressource. Et je signale juste que au sein de l'AFCA, nous avons plusieurs patients qui sont formés à l'ETP. 40 heures, et voilà, donc ça existe, hein, donc ça, c'est aussi une possibilité, mais après, évidemment, toujours le même problème d'avoir le nombre de patients qui habitent loin des centres sur une maladie rare, hein, c'est déjà le cas dans d'autres maladies qui sont moins rares, je le confirme. Voilà, donc je suis vice-présidente de l'AFCA, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, merci en tout cas. Et donc, dans les autres centres, je ne sais pas si vous avez prévu d'impliquer les patients partenaires à Toulouse, par exemple, ou à Mont-d'Or, ou Nantes, je ne sais pas. Merci. À Toulouse, on est en cours de construction encore de notre action de TP. On a une infirmière qui a un diplôme universitaire avec toutes les contraintes humaines et matérielles pour la détacher, qu'on connaît partout, et on est tous également en train de se former, que ce soit moi l'IPA, les médecins aux 40 heures de TP pour tous participer aux ateliers. Pas d'autres questions sur la tablette. C'est la deuxième. Quelle est selon vous la première chose à mettre en place pour développer un programme d'ETP ? Qui veut répondre ? Allez-y, le micro est là. En fait, juste pour rebondir un petit peu aussi sur la première question, l'enjeu que nous, on a vu, c'est que quand on essaye de faire de l'éducation thérapeutique, soit, effectivement, il faut y aller avec des petits groupes de patients, mais c'est extrêmement chronophage. Et nous, on n'a pas les ressources humaines pour faire ça. Ou quand on a essayé d'ouvrir des séances d'éducation thérapeutique à des grands groupes de patients, voilà, on a créé plus de frustration parmi les patients qu'autre chose, parce que le patient AL versus le patient ATTR n'ont pas les mêmes enjeux. Dans les patients ATTR, l'héréditaire versus le wild type, ils n'ont pas les mêmes questions, et donc ça devenait extrêmement compliqué à gérer. Une des choses que l'on étudie, c'est amusant que Benoît Lequeux l'a mentionné tout à l'heure, c'est qu'on a à Montréal une de ces entreprises qui fabrique les avatars, qui peuvent avoir le visage de nos infirmières et qui peuvent répondre à toutes les questions des patients, autant qu'on ait entraîné le système avec les livres d'information que l'on produit. Ce qui est
particulièrement intéressant parce que j'ai rencontré une de ces compagnies qui m'a fait une démonstration pour un chirurgien cardiaque qui n'avait jamais le temps d'expliquer la période préopératoire à ses patients. Et donc, ils ont créé cet avatar. Et effectivement, les patients ont trouvé que l'avatar avait presque plus d'empathie que le médecin, parce qu'il prenait le temps de répondre aux questions. Et le médecin était capable de parler n'importe quelle langue. D'accord ? Le médecin, en gros, ne parlait que 2 langues, le français et l'anglais, mais là, il était capable de parler en chinois, en portugais, parce qu'évidemment, il n'y a aucun problème à modéliser des voix dans n'importe quelle langue. Donc, en fait, on pourrait penser que parce que c'est une machine, c'est complètement impersonnel. Finalement, c'est devenu beaucoup plus accessible à la population et beaucoup plus dédié à leurs questions spécifiques. Donc, je pense que, pour répondre à la deuxième question, la première étape, c'est probablement d'essayer de penser en dehors de la boîte usuelle, puis d'utiliser les nouvelles technologies pour développer des programmes d'éducation thérapeutique qui sortent un peu de ce qu'on a connu ces 20 dernières années, puis de voir si on ne peut pas s'améliorer avec tous ces outils-là. Donc une IPA, IA, Avatar, donc une belle ouverture vers l'avenir. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'on est dans les temps et on va passer à la session suivante. Merci à tous, merci à toutes.